ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight, Cabrali Bill has labeled the Minister of Territorial Administration's letter rejecting the exclusion of Robert Kuna from the PCRN party as absurd and ridiculous, where he further states that if Cameroonians choose him as candidate of the 2025 presidential elections, well, nothing can stop him. His exclusive reaction will be yours in tonight's newscast. Fight against urban disorder, the mayor of Yaoundé has conducted an on-site inspection of commercial infrastructures under construction in 2 districts in the political capital, with overall progress to be reported by Olivier Bouzikou. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome once again to the 8 p.m. Bilingual Newscast. Well, the news opened in the French language with you, Oriane Duncan. Good evening. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Lutte contre le désordre urbain, le maire de la ville de Yaoundé vient d'effectuer une descente de terrain sur les sites de construction des infrastructures commerciales dans 2 quartiers de la capitale politique. Pour lui, globalement, les travaux avancent normalement. Olivier Bouzikou. Les travaux de réalisation du complexe moderne des Toudi avancent à grands pas. En fait, c'est un bâtiment qui est bâti sur 5300 mètres carrés et qui va comporter environ dans les 600 boutiques variables de 28 mètres carrés à 4 mètres carrés. Et nous aurons 3 blocs de toilettes à chaque niveau, à chaque palier. Et nous aurons aussi des espaces petits métiers et un bloc d'infirmerie et un bloc restaurant et des parkings tout autour du bâtiment. Et ce projet a été lancé le 22 septembre et actuellement nous sommes à 6 mois de réalisation des travaux. Et le délai prévu préalablement c'était 18 mois, mais nous comptons le faire en moins d'1 an, donc d'ici fin juin. Les travaux seront livrés. Même son de cloche sur le site de réalisation d'un projet similaire, plutôt à Madagascar. Le projet est bâti sur 3600 mètres carrés, mais la surface bâtie revient à 3000 mètres carrés sur un R+3. Nous aurons 200 boutiques et pour les petits détaillants, à peu près 80 étalages. Nous avons 24 toilettes modernes dans ce marché. Une station de police pour les bagarres et une infirmerie. Nous avons aussi une banque qui sera à l'extrême gauche. Nous allons maintenir le délai de livraison septembre de cette année, 2024. Il s'agit des projets réalisés par la communauté urbaine de Yaoundé. Le magistrat municipal s'est rendu sur le terrain pour évaluer l'avancement des travaux. Les travaux sont de très très bonne qualité, va permettre d'offrir aux commerçants de cette zone des espaces marchands modernes afin d'éviter que certains commerçants s'installent encore sur des espaces publics ou alors dans la rue. Il faut noter que ces projets rentrent dans le cadre du processus d'assainissement et de modernisation de la ville de Yaoundé par la construction d'infrastructures de pointe. Let's now revisit the World Water Day. Well, in view of constant scarcity of water in Cameroon, civil society actors are calling on government to take necessary measures to ensure national demand. Well, let's listen to Sinatec President Gonsin Ewunken Atabong. We in Sinatec, we are in union. Being a union, we belong to the civil society, and we have the obligation to make sure that the message of the United Nations this year goes to the people, the population, so that the population should have access to water. And having access to water, we need population to make sure that the access to water be quality water in quantity and in quality. Now, the theme of this year is Water for Peace. I think the United Nations, which proposed this term, have maybe witnessed that sometimes water brings out conflicts between populations and communities, and water should not be a source of conflict. Also, water have to be a source of living together, instead of being a source of conflict. So we're asking the government of Cameroon to make it so that every
all the population have access, equal access to drinking water. Sinatec is still firmly standing for his position, which is fighting against privatization. And we know that privatization brings poverty. And giving water to leaving water into the hands of foreigners or multinationals will bring instead poverty than to bring a good condition of living. So we still pleading to the government, asking the government to continue to with the efforts that has already started to provide to Kamwata, so that Kamwata will be able to give water to Cameroonians. We appreciate what the Cameroon government has done up to now. We urge the Cameroon government to continue in that sense. We know that Kamwata is making its best by signing multiple conventions with donors, so that in a few moments from now, the Cameroon population will have equal access to water in quality and in quantity. Comme annoncé en titre, intéressons-nous à présent à la décision d'exclusion de Robert Kona du PCRN. Eh bien, le ministre de l'administration territoriale dit non. Dans une correspondance de Paul Atangandi rendue publique ce 27 mars, celui-ci motive son rejet par le fait que cette décision viole les statuts du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et parle également d'un défaut de qualité. À la suite de cette correspondance, je vous propose cette réaction de Cabral Libye. Le président du PCRN s'exprime sur STV. Alors, par la correspondance que le ministre de l'administration territoriale a adressée au secrétaire général du PCRN, il y a une confirmation qui est apportée à deux aveux. Le premier, il a été fait par l'ex-président du PCRN, M. Kona Robert, au lendemain de l'interdiction du congrès de Kribi, interdiction qu'il avait frauduleusement obtenue. Il avait dit dans une conférence de presse que toutes les dispositions et toutes les mesures seraient prises pour m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle, dont il fallait me priver du PCRN, du contrôle du PCRN, qui avait des élus, donc partis susceptibles d'investir à une élection présidentielle. Le deuxième aveu, c'était récemment sur les ondes d'une radio, aveu dans lequel il disait clairement qu'il agissait avec la caution, l'autorisation, la permission et l'encadrement du ministre de l'administration territoriale. Mais à la vérité, la correspondance en question est juste absurde. Parce que du point de vue juridique, elle n'a pas de sens, pour au moins deux raisons. La première, c'est que dans la correspondance du SG du PCRN, il lui est simplement donné information de l'exclusion de celui qui est son comparse dans leur basse et ridicule manœuvre. Et la deuxième raison, c'est qu'aucune disposition de la loi de 90 qui régit les partis politiques ne donne pouvoir et compétence au ministre de l'administration territoriale de prendre acte de quoi que ce soit de ce qui se déroule dans le quotidien des partis politiques au Cameroun. Sinon, on serait dans un recul de 20 ans, voire 30 ans, et on serait dans un pays autoritaire où c'est le ministre de l'administration territoriale qui décide de qui est militant, de qui ne l'est plus. Donc, c'est tout simplement ridicule. Mais moi, je voudrais leur dire, parce qu'on n'est pas dupe, on n'est pas naïf, on sait ce qui se fait. Moi, j'ai juste envie de dire deux ou trois choses. À tous ceux qui sont derrière ce ministre-là, ceux-là à qui il sert de parure, parce qu'on les a tous identifiés, je voudrais leur dire que si le peuple camerounais me choisit pour être candidat à l'élection présidentielle de 2025, ils ne pourront pas l'empêcher. Si le peuple camerounais me choisit comme président de la République du Cameroun en 2025, ils ne pourront pas l'empêcher et ils le verront de leurs deux yeux. Qu'ils sachent simplement que le ridicule dont ils ont commencé à faire, si, j'ai envie de dire, salement et bassement étalage, ne préfigure à la vérité que leur inévitable chute. Les étudiants du cycle master en planification des transports ont présenté leurs travaux de recherche à l'École nationale supérieure des travaux publics à Yaoundé. Au cours d'une série de soutenances, objectifs et retombées de cette nouvelle formation cofinancée par la Banque mondiale ont été présentés. Olivier Bouzique pour les détails. Face au jury, il présente le fruit du travail scientifique effectué en vue d'apporter sa contribution dans la modernisation des travaux routiers au Cameroun. Nous avons eu deux étapes principales. C'était l'étude du réseau de distribution, alors le réseau des routes du Cameroun, premièrement.
On voulait voir quelles sont les zones qu'on peut identifier qui faciliteraient la vie à nos producteurs locaux, à nos exportateurs locaux. Le mémoire propose pour sortir une pléthore de solutions adressées notamment au gouvernement et aux bailleurs de fonds. La solution que j'ai proposée, c'est l'aménagement des zones logistiques. Des zones où le producteur d'arachide, le producteur de pistache pourra aller effectuer ses opérations non seulement administratives pour exporter dans le contexte de la ZLECAf et davantage optimiser ses opérations avec des dispositifs adaptés. Il s'agit de l'une des premières cuvées du projet Master en planification des transports introduit dans le cursus académique de l'École nationale des travaux publics. Eux qui sont des experts en planification des transports sont impliqués dans tous les champs, de tout ce qui est infrastructure routière par exemple. Parce que le gouvernement camerounais et avec les bailleurs de fonds sont identifiés que chaque fois qu'ils ont besoin des experts en planification des transports, on ne trouve pas les Camerounais qui postulent pour participer dans cette travaux. Donc, ils ont vu que ce serait important donc, pour nous, pour eux, de financer cette master, que nous, on peut avoir des experts locaux dans ce domaine. Un projet qui aidera en outre le Cameroun à se positionner davantage au niveau continental. Notre sous-région est arrimée évidemment à la ZLECAf et il est question qu'on se prépare à cette nouvelle économie qui nous amène à sortir de notre pays, de notre sous-région CEMAC pour aller au-delà. Les travaux sont encadrés par plusieurs universités à travers le monde et cofinancés par le gouvernement camerounais et la Banque mondiale. Parlons religion à présent, nous sommes en plein dans la semaine sainte. L'apothéose, c'est dimanche prochain avec la célébration de la Pâque. Que savoir donc de cette fête chrétienne? Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Élément central de la foi chrétienne, la Pâque commémore la résurrection du Christ. La solennité, précédée par la Semaine Sainte, dernière partie du carême, commence dans la nuit qui précède le dimanche de Pâques par la veillée pascale. La résurrection, forcément, elle apporte beaucoup de joie à la vie du chrétien. Parce que jeudi saint, il connaît un peu de la tristesse. Son maître est en train de souffrir, de l'agonie. Vendredi saint, le chrétien voit le maître, le Seigneur, mourir entre deux bandits. Donc c'est un peu humiliant. Forcément, samedi saint, quand on apprend qu'il est ressuscité, on ne peut être qu'en joie. Donc la fête de Pâques, c'est par excellence une fête de la joie. La Pâque chrétienne tire ses racines de la Pâque juive qui rappelle la sortie d'Égypte du peuple d'Hébreux. Selon le Nouveau Testament, Jésus-Christ ressuscite 3 jours après le jeudi saint, dernier repas avec ses disciples. Par sa mort et sa résurrection, le Fils de Dieu rachète l'homme et l'extirpe de l'esclavage, du mal et du péché. Le sens de la Pâque est la victoire de la vie sur la mort. Où on célèbre la joie, n'est-ce pas, du ressuscité. Et nous-mêmes, effectivement, on dispose nos cœurs à accueillir les grâces de la résurrection. Ça peut être la réconciliation. Parce que qu'est-ce que Jésus dit à ses apôtres quand il ressuscite? Il leur demande d'aller le retrouver en Galilée. Galilée, c'est un lieu concret, c'est vrai. Mais ça peut aussi être quelqu'un vers qui il nous envoie pour essayer de vivre avec cette personne-là la joie de la résurrection. Donc voilà pourquoi j'ai dit que forcément, en célébrant Pâques, il faut toujours, n'est-ce pas, qu'on accueille d'abord cette joie, cette vie qui naît de l'amour que le Christ apporte et pouvoir aussi la communiquer, n'est-ce pas, à ceux qui sont autour de nous. Jour de réjouissance, la Pâque, c'est le terme des 40 jours du Christ dans le désert, des jours consacrés au jeûne, à la prière et au partage. L'Observatoire des médias pour le développement de la pêche en Afrique, avec le soutien de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, en abrégé COMAFAT, a réuni ses membres ce 26 mars à Fès, c'est au Maroc, pour un renforcement des capacités sur la communication liée à l'économie bleue. Les travaux de cet atelier sont placés sous le thème « Rôle et défis des nouveaux médias pour accompagner la mise en place d'une économie bleue en région COMEFAT ». Envoyé spécial de Spectrum Télévision au Maroc, Claudela.
La communication au service d'une économie bleue durable et inclusive. C'est le thème de l'atelier de formation qui s'est ouvert ce 26 mars à Fès, c'est au Maroc. L'Observatoire des médias pour le développement de la pêche durable en Afrique, avec le soutien de la Comafat, tient à renforcer les capacités de ses membres pour une meilleure communication sur les enjeux liés à ce concept. Après le message d'ouverture du ministre marocain des Pêches et des Eaux et Forêts, le coordonnateur général de l'OMPDA a pris la parole pour remercier les participants et témoigner sa reconnaissance à l'endroit de la Comafat. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers vous tous pour votre présence aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour discuter de l'importance de la communication au service d'une économie bleue, durable et inclusive en Afrique. Cet atelier revêt une signification particulière car il nous permet de nous renforcer notre engagement en faveur de la pêche durable dans la région Comafat. Il a par la même occasion souhaité la bienvenue au nouveau secrétaire exécutif de cette institution. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour souhaiter chaleureusement la bienvenue à M. Taoufik El Kateri, qui vient d'être nommé nouveau secrétaire exécutif de la Comafat. Nous sommes ravis de travailler avec vous et nous sommes convaincus que notre expertise et votre engagement contribueront à renforcer davantage nos actions communes en faveur de la pêche durable en Afrique. Après la photo de famille, ce dernier a été élevé au rang de chef par les membres de l'OMPDA pour ainsi consolider les liens d'un partenariat durable entre la Comafat et l'OMPDA. Le chef traditionnel en Côte d'Ivoire, vous verrez... En Afrique. Ah ben voilà, c'est tout le monde qui reconnaît. Les travaux se sont poursuivis pour une meilleure compréhension du concept économie bleue durable et inclusive. Nous saluons cette initiative. Étant membre de l'ONPDA, nous qui voulons accompagner les initiatives des États côtiers de l'Atlantique pour le développement de l'économie bleue, pour le développement de ce que nous appelons les ressources aquatiques, les ressources marines. Nous saluons ces initiatives-là et je pense que l'ONPDA se fera fort d'accompagner ces initiatives pour que nous puissions tirer le profit qu'il faut, parce que nous estimons que les États africains ne tirent pas suffisamment le profit qu'il faut de la mer. Cet atelier qui se déroulera sur 2 jours a vu la participation de plusieurs pays, membres de la région Comafat, à l'instar du Cameroun. News out of the country. Senegal's President-elect Bassirou Diomaye Faye is vowing to fight against corruption, unite institutions and bring peace to the country. This, he says, as he prepares to assume office. Well, his victory in last week's election follows a political tension sparked by outgoing President Macky Sall's failed attempt to postpone this election. Our partner, The Voice of America, reports from Dakar. In his first public address, Senegalese President-elect Bassirou Diomaye Faye thanked his supporters and pledged to bring solutions to some of the problems he says his country is facing. I will govern with humility and with transparency. I will work to get rid of corruption in all sectors and will work toward rebuilding our institutions. Faye says it's time to bring calm to the country after outgoing President Macky Sall tried to postpone the February elections until December, plunging the country into a brief political crisis. National reconciliation and rebuilding our fundamental ways of living together. The pre-electoral crisis we lived through cost some people their lives and many were jailed. We hope to turn the page and reconcile people's hearts and the Senegalese people. Sunday's official election results have not yet been published, but Faye's supporters say they are satisfied with what they have seen so far. We were hoping to win with over 70% in the first round, but it seems like we are at 57%. It's only preliminary numbers, but we hope that number will be even higher. We lived through moments that almost pushed Senegal into chaos, but thank God everything is back in place now. We had a transparent presidential election. Candidate Diomaye Faye was elected with a comfortable margin.
What we must do now is reconcile the Senegalese people, as Diomaye said in his speech, and transform the country's economy. Earlier at the ruling party's coalition headquarters, Amadou Ba, the coalition lead candidate who lost the election to Faye, told reporters about a conversation he had with the president-elect. He told us that he congratulated him, he is happy for his victory, and he wishes him well. Je lui souhaite. I wish him success, and may God accompany him as he carries out his various missions and goals for our glorious nation and for the well-being of our population. As Ba's supporters try to digest their candidate's loss in the first round that saw 17 candidates vying for the top job, tensions of the last few months seem to be fading away and being replaced by the hope that Senegal's reputation as a beacon of democracy in the region will soon be restored. Mariama Diallo, VOA News, Dakar, Sénégal. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, cette fois pour le round-up de l'actualité en Afrique. La Chine a adressé mercredi ses félicitations à l'opposant Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à l'élection présidentielle du dimanche au Sénégal. Les missions d'observation déployées au Sénégal par la CEDEAO et l'Union européenne ont salué le bon déroulement de la présidentielle. 4 accusés dans le procès pour l'assassinat de l'opposant tunisien de gauche Chokri Belaïd en 2013 ont été condamnés à mort. Au total, 23 personnes avaient été inculpées pour l'assassinat dans sa voiture et devant son domicile le 6 février 2013 de cet avocat de 48 ans, critique virulent du parti islamo-conservateur Ennahda, à l'époque au pouvoir en Tunisie. La justice française a toujours en ligne de mire le cas d'Agathe Habyarimana, veuve du président du Rwanda mort en 1994, visée par des investigations pour son rôle dans les génocides des Tutsis. C'est ce qu'a indiqué le procureur antiterroriste Jean-François. Malam Bakay Sana Jr., fils d'un ancien président de Guinée-Bissau, a été condamné à plus de 6 ans de prison aux États-Unis pour son implication dans un trafic international d'héroïne. L'annonce a été faite par le ministère américain de la Justice dans un communiqué. The MTN Elite Playoff has served fans with an all-round experience. While here in Douala hosting the Playoff Up, fans have had a great mobilization to support the 8 teams vying for the top position. I talk about Victoria United, who transported over 70,000 and more fans to Douala to cheer the team as it played Dynamo of Douala in the opening game of the MTN Elite 1 Playoff Up. And not only that, fan groups from all supporters of Colombe Sportif of the South have also been very active and vocal in the stadium. Let's go listen to this report that paints a picture of the ambience when we watch all these Playoff Up games. The city of Douala showcased its passion for football at the opening of the Playoff Up held at the Mbapelepe Stadium on Sunday. An hour before kickoff between Kanong and Colombe Sportif, fans had already filled half of the stadium, braving the scorching sun. Dressed in their team's colors, the atmosphere was electric with songs, dances, chants, a hallmark of the playoff. From Limbe, Victoria United organized 2 70-seater buses to transport fervent supporters, all eager to witness their team's first playoff victory against the formidable Dynamo of Douala. Similarly, Colombe's dedicated fan base gathered in groups to support the Saldos. The following day, the Reunification Annex Stadium was teeming with fans. The turnout was so large that many resorted to sitting on the ground, leaning against the stadium barriers or standing, all to catch a glimpse of the thrilling action. The vibrant atmosphere was so infectious that passerbys couldn't help but envy the spectators' joy.
This year's fan mobilization has been extraordinary, prompting calls for the larger stadium to be opened for future games. C'est encourageant. Le foot, nous aimons le foot et vraiment qu'on puisse ouvrir le grand stade pour les playoffs parce que les gens ont besoin de s'exprimer. Donc c'est ça mon impression pour la première journée. This enthusiasm is likely spurred by Fecafoot's cash prize for the best fan group, an accolade claimed last year by Bamboo Tools of Buddha. A quick correction, well, it is a 270-seater buses of fans from Limbe for Victoria United and not 70,000 plus fans as I earlier mentioned. Well, the games continue tomorrow with Victoria United to play against Gazelle Dynamo of Douala to lock onto Young Sports Academy. Well, Stade Arena will meet with Canon Sportif while Coton Sport will face off with Colombe Sportif of Ja and Lobo. It's on that note that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Rand, again. Bonne soirée à vous, Odila Donnet, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.